Regardez un film, ouais, une sorte de film, Younes, vous avez qu'à dire ça. Allez, c'est parti, chapitre 24, deuxième principe, bilan d'entropie. Alors, on va commencer juste par une petite introduction pour montrer que la thermo que je vous ai présentée n'est pas encore finie. Alexis, le DM, il est pour quand vous pouvez. Le mieux, c'est que vous le fassiez avant le DS qui est prévu de mémoire le 30 mai, si je me rappelle bien. Donc si vous me le rendez le 29 au soir, j'aurai pas le temps de le corriger. Il faut que j'ai le temps de le corriger. Donc faites-le ce week-end. Là, vous allez avoir un long week-end de 4 jours. Vous le faites ce week-end et puis vous me le rendez quand vous pouvez. Ok. Le DM, en fait, j'ai mis sur le drive un DM facultatif. Parce qu'il y en a qui m'ont demandé, qui trouvaient qu'ils n'avaient pas assez de travail. Donc du coup, j'ai mis un DM facultatif. Vous le faites si vous voulez. C'est un DM sur le premier principe. Alors, nécessité d'un deuxième principe. Donc on va partir de plusieurs petits exemples qui sont basés sur le système fictif qui est présenté ici, celui-là. Ce système fictif, c'est un gaz, quantité de matière N1 d'un gaz ici, quantité de matière N2 d'un gaz ici, parfait ou pas. Étienne, l'entropie, c'est tout le chapitre que je suis en train de faire là. D'accord? Et l'activité doc, elle est à la fin. Ok? Donc une enceinte, un peu classique comme on a déjà fait en exercice, avec à gauche une quantité de matière N1, à droite une quantité de matière N2, et au milieu, ici, une paroi qui peut être mobile ou pas. D'accord? Du coup, attendez, qu'est-ce que je viens de dire? On va travailler sur le système, le contenu des deux gaz. Et on va regarder quelles sont les grandeurs qui décrivent l'évolution des deux gaz. D'accord? Donc, le système, on suppose que les parois sont rigides, on suppose qu'il est calorifugé. Et donc, paroi rigide, calorifugé, j'applique le premier principe à ce système-là. Je vais écrire, du coup, si j'applique le premier principe au système total, je vais écrire delta U total égale 0. D'accord? Ce qui se traduit par l'énergie totale est constante. Donc l'énergie totale est constante, ce que j'ai écrit ici. Tac. U1 plus U2 égale constante. Facile. Je peux faire la même chose pour le volume total constant, quantité de matière totale constante. Donc quelles que soient les situations, je peux faire ce que je veux comme situation, je vais toujours avoir ces trois grandeurs-là qui vont rester constantes. Première situation que je peux envisager, c'est la situation où au départ, la paroi du milieu, c'est une paroi qui est fixe, mais qui laisse passer les échanges de chaleur. Donc paroi fixe, échange de chaleur permis. Et puis je pars d'une situation initiale où la température T1, ici à gauche, est supérieure à la température T2. Qu'est-ce qui se passe? On laisse le système évoluer et on constate qu'on va atteindre un état d'équilibre final dans lequel les deux températures sont les mêmes. Et que cet état d'équilibre final, il n'est pas arbitraire, il se fait toujours de façon à ce que le transfert thermique il se fasse du corps chaud vers le corps froid. Est-ce qu'avec le premier principe, je peux expliquer ça? La réponse c'est non, parce que le premier principe, il autorise cette transformation-là, qui est la transformation que je viens de décrire, de U1 vers U1'. Younes, j'ai pas compris ce que c'était une patte thermique. Vous m'expliquer. Ah non, non, ça c'est pour favoriser la diffusion de chaleur, ça c'est autre chose. Ça c'est parce que si vous mettez pas de patte thermique sur les processeurs, l'échange de chaleur il se fait avec l'air. L'air c'est plutôt un isolant. Et donc du coup vous allez moins bien évacuer la chaleur. Donc c'est au contraire la patte thermique ça sert à bien évacuer la chaleur plutôt qu'à la stocker. D'accord? Donc du coup, alors la transformation que je viens de décrire c'est celle-là. Je pars d'un certain état d'énergie U1, U2 et je vais vers un autre état que j'appelle U1', U2'. Avec le premier principe, je peux faire dans l'autre sens. Je peux écrire ça. Je peux partir de U1', U2' et aller vers U1, U2. Les deux transformations valident le premier principe. Pourtant, si je pars de l'état final U1', de cet état-là, et donc là, maintenant, je me retrouve là, et si j'attends, je ne verrai jamais le système retourner dans l'état d'énergie U1, U2.
je peux attendre des milliards d'années, il ne se passera rien. Donc ça vous dit que la transformation spontanée, elle se fait dans un sens, mais elle ne se fait pas dans l'autre sens. Et le premier principe, il n'explique pas pourquoi ça se fait dans un sens ou dans l'autre sens. Et après, cette idée-là qui est posée sur le déséquilibre thermique, on peut la transposer à tous les déséquilibres internes d'un système. Donc là, par exemple, c'est un déséquilibre mécanique. Un déséquilibre mécanique, c'est assez simple à comprendre. Vous prenez le système de départ, ne posez pas trop de questions sur les températures cette fois-ci, et vous dites à gauche, il y a une pression P1 supérieure à la pression de droite P2. Et puis à l'instant de départ, vous débloquez la paroi qui devient cette fois-ci mobile. Qu'est-ce qui va se passer? La paroi, elle va partir comme ça, vers la droite. Et vous allez atteindre un nouvel état d'équilibre avec une paroi qui s'est décalée vers la droite. Ok? Qui est noté ici. Ça, c'est l'équilibre mécanique final. Partant de cet état d'équilibre mécanique final, vous ne pourrez jamais revenir à l'état de départ. Donc ça, c'est pareil. Le déséquilibre mécanique se traduit par une évolution du système qui ne se fait que dans un sens et pas dans l'autre. Autre déséquilibre qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre osmotique. Alors, déséquilibre osmotique, on l'a vu avec la détente de Joule-Gay-Lussac, par exemple. Donc, c'est un petit peu ce que j'explique ici. Imaginez que vous enlevez le deuxième gaz, et puis vous faites un petit trou. Donc, vous enlevez le deuxième gaz, vous faites un petit trou. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier gaz va diffuser dans le deuxième compartiment. Ça valide bien N1 plus N2 égale constante. Ça valide bien U1 plus U2 égale constante. On l'a vu quand on a étudié la détente de Joule-Gay-Lussac. Et spontanément, vous n'allez jamais voir le gaz de droite repartir dans le compartiment de gauche. C'est-à-dire, partant de l'état final où les deux gaz se sont répartis à droite à gauche, vous n'allez jamais voir le gaz de droite repartir tout seul dans le gaz de gauche. Spontanément, je précise bien spontanément parce que je peux aider ce gaz à faire ça, mais pour ça, il faudrait par exemple que j'aspire avec une pompe à gauche. Et pourtant, la transformation, le gaz qui était à droite retourne à gauche, elle valide la conservation de l'énergie. Donc elle valide toutes les lois de conservation qui sont en particulier posées avec le premier principe. Ça, c'est le déséquilibre osmotique. Osmotique au sens de l'osmose. Point commun entre toutes ces transformations, on dit qu'elles sont irréversibles. Donc irréversibles, ça veut dire qu'elles vont se produire dans un seul sens. Et le deuxième principe, il va servir à ça, il va servir à prévoir dans quel sens vont se faire les transformations. Et donc il va permettre de fixer le sens du temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que, par exemple, si vous écrivez les lois de la mécanique pour les systèmes usuels conservatifs, vous pouvez inverser le sens du temps, normalement. Donc il n'y a pas de différence entre le passé et l'avenir quand vous écrivez les lois de la mécanique. Vous prenez un système mécanique, vous inversez les conditions, et le système il revient exactement dans l'état dans lequel il était avant. Et ça, c'est écrit dans les lois de la mécanique. Avec les lois de la thermo, vous allez signifier ce qu'on appelle la flèche du temps. C'est de ça dont on se sert en chimie pour trouver le sens spontané d'une réaction. Alors, pas directement pour le moment, vous avez juste utilisé la constante de réaction, le cas standard. Vous n'avez pas encore introduit l'enthalpie libre de réaction. Enfin, je pense pas, ou alors j'ai raté une étape. Et en fait, il y a un lien entre la constante de réaction et l'enthalpie libre de réaction. Et l'enthalpie libre de réaction est une fonction d'état adaptée aux transformations chimiques basée sur le second principe. Donc c'est une extension du second principe adaptée aux transformations chimiques. Voilà. Et il vous manque encore le lien entre le cas standard là, que vous savez écrire et le second principe. Ce lien-là, vous le verrez en thermochimie, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est au programme de deuxième année pour toutes les filières. Ok. Et alors, les concepteurs du programme, dans leur grande intelligence, ont fait un truc assez malin. Ils ont relargué aux physiciens le privilège de tout introduire en sup, et après, le chimiste, il réutilise ça en deuxième année. Donc, si vous finissez l'année de sup en ayant à peu près compris le premier et le deuxième principe, finalement, la thermochimie que vous ferez l'année prochaine ne vous semblera pas insurmontable. Alors, une fois qu'on a identifié qu'il y a des transformations qui allaient être irréversibles, on peut essayer de se poser la question pourquoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle quantifier l'irréversibilité, c'est ce qui est juste après. Alors, il y a plusieurs origines de l'irréversibilité. Une première origine qui correspond à la situation que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle une origine interne. Donc c'est l'inhomogénéité d'une variable intensive. Pression, température, concentration. Donc ça, c'est les exemples que je viens de faire juste avant. Dans les trois situations que j'ai décrites juste avant, j'avais une inhomogénéité de pression, de température ou de concentration. Et après, vous pouvez avoir
une deuxième origine, qui est quand votre système il est en interaction avec le milieu extérieur. Là, ce que j'ai décrit ici, le système était isolé du point de vue du reste du monde. Après, votre système peut lui-même être en interaction avec l'extérieur, et cette interaction avec l'extérieur, qui va se traduire par des échanges, donc des échanges d'énergie, peut conduire à des situations irréversibles. Donc ça va être des frottements, des transferts thermiques, dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on atteint l'équilibre? En fait, ce qui est assez contre-intuitif, c'est qu'à l'échelle microscopique, on peut inverser chaque transformation. Pourquoi? Parce qu'à l'échelle microscopique, on est en train de faire de la mécanique. Et c'est le passage de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique qui induit l'irréversibilité de certaines transformations. Donc pour expliquer ça, on verra ça quand on fera l'activité qui est en fin de poly, qu'on corrigera mercredi matin. Alors, du coup, là je vous ai donné deux exemples de transformations pour lesquelles vous pouvez avoir une idée si ça va être un petit peu réversible. Alors, j'ai dit ouvrir, fermer une porte. Donc vous prenez une porte, vous l'ouvrez doucement, vous la fermez doucement. Je ne dis pas que c'est totalement réversible, mais c'est plus réversible, enfin c'est moins irréversible que je prends une pierre et je la lance dans une vitre. Ça, c'est une transformation qui est plus irréversible. Et est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? J'ai besoin d'un principe pour être capable de dire oui, c'est celle-là qui est plus irréversible que l'autre. Ça, c'est la première chose qu'on va chercher à faire. Deuxième chose, on va essayer de modéliser les transformations réversibles. Alors ça, c'est assez important parce qu'on a commencé à introduire la notion de variable d'état quand on a étudié le premier principe. Et dans la notion de variable d'état, il y a le fait que la variation ne dépend pas de la transformation. Donc vous pouvez choisir le chemin qui vous intéresse, le chemin au sens de la transformation qui vous intéresse, qui amène de l'état initial à l'état final. Une fois que vous avez choisi ce chemin, si vous êtes capable de caractériser l'état initial, l'état final, vous êtes capable de calculer par exemple la variation d'énergie interne, la variation d'enthalpie, ce qu'on a fait en calorimétrie par exemple. Et une classe de transformation pour lesquelles on va réussir à écrire tout un tas de choses, c'est justement les transformations réversibles. Donc c'est important qu'on arrive à essayer de construire ces transformations-là. Donc qu'est-ce que c'est une transformation réversible? C'est une transformation quasi-statique qui peut être inversée à la suite d'une modification progressive des contraintes extérieures, de façon à ce que je retrouve tous les états antérieurs successifs. Donc il y a le terme quasi-statique dedans, et il y a le terme renversable au sens où je peux revenir en arrière dans le temps. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez des transformations quasi-statiques non renversables. C'est-à-dire si vous revenez en arrière, vous ne revenez pas à l'état initial. Ça s'appelle les transformations avec de l'hystérésis. Donc ça, c'est des situations qu'on peut retrouver par exemple en méca quand on fait des frottements. Alors, il n'est qu'une transformation réversible a un lien avec mécaniquement réversible. Alors, la transformation mécaniquement réversible n'est pas forcément thermodynamiquement réversible. Parce que le thermodynamique, c'est équilibre thermique, mécanique, osmotique et équilibre interne. C'est tous les équilibres en même temps. Donc dans le mécaniquement réversible, vous dites juste que en gros ça évolue tranquillement pour la partie mécanique. D'accord? Je ne comprends pas l'idée qu'on peut inverser le temps. Là, c'est normal parce que vous vivez dans un monde où vous distinguez le passé du futur. Sauf que, en fait, moi, physicien, quand je veux décrire un problème, en mécanique classique, je fixe des conditions initiales, et puis après, je lance le système, et je regarde ce qui se passe. Ce qu'on dit inverser le temps, c'est une vue de l'esprit, hein. C'est de dire, est-ce que partant d'un état initial, je laisse évoluer le système jusqu'à un état final? Partant de l'état final, si je refais l'expérience à partir de l'état final, et que je choisis bien le jeu de conditions initiales, est-ce que je peux revenir à l'état initial? En mécanique, vous pouvez. Exemple, vous prenez un pendule. Ça, c'est le point de départ de votre expérience. Le pendule, il est ici. Vous le lâchez avec votre main, puis vous allez le rattraper quand il arrive ici. D'accord? Là, vous le rattrapez. Ça, c'est l'état final. Si je refais l'expérience en prenant le pendule, en le lâchant d'ici, il va faire quoi? Il va suivre exactement la même trajectoire à l'envers et il va se retrouver ici. C'est ça que j'appelle, je peux inverser le temps. Ok? Je peux revenir en arrière. L'exemple avec la vitre, c'est je prends la pierre, je la lance dans la vitre, la pierre explose en 1000 morceaux. L'état final, c'est plein de morceaux de verre de partout et une pierre quelque part.
j'essaye d'inverser le temps, je prends toutes les petites vitres, tous les petits bouts de verre, et je fais le film à l'envers. Et donc ça se fait pas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on appelle inverser la flèche du temps. C'est essayer de revenir à l'état antérieur. D'accord. Après, on va pas faire de métaphysique, hein, c'est juste en lien avec la mécanique. Donc du coup, nous, quand on va essayer de caractériser, de définir une transformation réversible, comment est-ce qu'on va faire? On va chercher le critère, est-ce que c'est quasi statique ou pas? Si c'est pas quasi statique, la transformation elle est irréversible. Donc une transformation brutale, elle est forcément irréversible. D'accord? Quand vous donnez une claque à quelqu'un, c'est irréversible. Si c'est quasi statique, il faut en plus que ce soit renversable. C'est-à-dire que vous avez des situations qui vont évoluer très progressivement, mais que vous n'allez pas pouvoir refaire à l'envers. Donc réversible, c'est et quasi statique et renversable. D'accord? Donc pour le moment, ça reste très qualitatif. Et puis après, on va essayer de se doter d'un outil qui nous permet de quantifier ça. Autre chose assez importante, quand on a énoncé le premier principe, on l'a énoncé comme ça. Donc pour un système fermé, il existe une fonction d'état extensive appelée énergie interne, telle que delta EC plus delta U, plus rien du tout, égale W plus Q. Ça, c'était des joules. Ça, c'était des joules aussi. Donc on a utilisé deux lettres pour deux grandeurs qui sont tous les deux des transferts d'énergie. On a distingué le transfert thermique du travail. Sauf qu'en pratique, si j'apporte 100 joules de travail sans apporter de chaleur, lui il récupère 100 joules. Si j'apporte 100 joules de chaleur sans apporter de travail, le système il récupère 100 joules. Donc peu importe la façon dont vous apportez ces 100 joules, ce qui est important c'est, ok, j'ai récupéré 100 joules. Je refais le lien avec les sous qu'on a déjà fait plusieurs fois. Imaginez que là vous avez le solde de votre compte en banque, là U c'est le solde de votre compte en banque. Là vous avez je sais pas, du travail légal et du travail au noir, par exemple. Ce qui importe sur le solde de votre compte en banque, c'est juste le chiffre, c'est pas la façon dont c'est arrivé. Et finalement, la façon dont c'est arrivé, en fait, je pourrais mettre la même lettre. D'accord? Je pourrais juste dire, il y a des sous qui rentrent. Donc pourquoi est-ce qu'on a distingué deux lettres différentes dans le premier principe? Ça sert à rien pour le premier principe, mais il y a une raison profonde qui est liée au deuxième principe. D'accord? Dans la deuxième phrase encadrée, ça correspondrait à une fissure qui s'agrandit sous l'effet de la chaleur. Ouais, par exemple. Alors le moment où la fissure cède, c'est le moment où ça devient brutal. D'accord? C'est le moment. Ouais, non, vous pouvez imaginer une situation avec une évolution élastique, donc une petite déformation. Vous revenez à l'envers, la déformation s'arrête, puis à un moment ça devient plastique, ça cède. Donc effectivement, on peut envisager ça comme idée. Ouais. Alors, derrière l'histoire du travail et de la chaleur, il y a une autre idée qui est assez importante, qui est à la base de la première révolution industrielle, qui est de dire, convertir du travail en chaleur, ça c'est facile. Comment je fais? Vous prenez vos mains et vous les frottez l'une contre l'autre. Donc vous êtes en train de produire un travail pour mettre en mouvement vos mains, et ça dégage de la chaleur au niveau du contact entre votre main qui après part dans l'air. Donc j'ai converti du travail en chaleur. Ça, on sait faire depuis la nuit des temps. Par contre, faire la transformation inverse, convertir de la chaleur en travail, ça c'est assez important parce que si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir produire du mouvement à partir du chauffage. D'accord? Et l'idée de faire ça, c'est l'idée qui est à la base du développement des premières machines à vapeur que vous avez appris quand vous avez fait votre cours d'histoire sur la première révolution industrielle. Et la thermo, elle s'est construite à partir justement de ce développement-là. Et les principes se sont construits à partir de ça. Et les gens qui ont développé ça, ils se sont vite rendus compte qu'on ne pouvait pas faire la même chose dans les deux sens. Et pour expliquer ça, ils ont introduit un principe qui historiquement a été introduit avant et qui est maintenant le deuxième principe. Je ne comprends pas pourquoi elles sont isothermes, les deux situations, car T varie. Les deux situations lesquelles? Non, dans les conversions de travail en chaleur, non, je peux faire ça de façon isotherme. Je peux le faire ici, là.
Il n'y a aucun lien entre le fait d'apporter de la chaleur et d'avoir une évolution isotherme. Confondez pas isotherme et adiabatique. Hein. Là, je peux apporter de la chaleur, cette chaleur est transférée en travail sans variation d'énergie interne. Donc ça veut dire dans les deux exemples, ça fait 0, ça fait 0, il me reste ça, W égale moins Q. D'accord? Confondez pas isotherme et adiabatique. Alexis, c'est bon ou pas? Non. Si vous dites que la température du gaz augmente, c'est que c'est pas isotherme. Je vous donne un exemple. Un exemple de situation, vous pouvez faire ça. Donc vous prenez un piston comme ça, dedans il y a du gaz, et vous allez, donc le gaz, ici il y a de l'air, ici il y a de l'air, et ici vous allez le chauffer doucement. Donc vous allez apporter de la chaleur par là. Mais vous allez le faire très lentement. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous apportez de la chaleur par là, vous augmentez un petit peu l'agitation. Donc en théorie, vous dites oui, ok, la température elle augmente. Sauf que cette augmentation de l'agitation, ça conduit à une augmentation de la pression. Donc ça conduit à une mise en mouvement du piston vers là. Je vais changer de couleur. Mise en mouvement du piston vers le haut, comme ça. Ok? Donc vous êtes en train de faire quoi du point de vue du système? Vous êtes en train ici d'apporter de la chaleur. Il en résulte une mise en mouvement du piston, il en résulte un travail. Et vous pouvez caler votre rapport de chaleur de façon à ce que ici, la température reste égale à celle de l'air. Alors c'est une transformation qui est pas facile à faire, hein, il faut aller doucement, mais vous pouvez le faire. Ok? Confondez pas isotherme et adiabatique. Alors une fois qu'on a dit ça, maintenant on est prêt à poser l'énoncé. Oui, c'est une détente, ouais. Ce cas-là, c'est une détente. Ouais. C'est une détente isotherme. Donc on va poser l'énoncé. Alors je vous le pose dans l'esprit du programme de sup. Donc en gros, on balance l'énoncé et on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est comme ça que ça marche. Alors l'énoncé du deuxième principe est un peu plus lourd que l'énoncé du premier principe. On va introduire une fonction d'état qui s'appelle l'entropie. Donc l'entropie, E-N-T-R-O-P-I. Et le deuxième principe, il s'énonce comme ça. Alors ça part comme pour le premier principe. Donc pour tout système fermé, ça, il n'y a pas de problème, on a déjà vu. Il existe, donc c'est un postulat d'existence, comme pour le premier principe, une fonction d'état extensive. Donc là, il y a deux infos, fonction d'état et extensive. Et là, il y a une nouveauté, c'est le non conservative. Ça. Donc non conservative, c'est complètement différent de conservatif. Conservatif, c'est une grandeur, quand elle a une certaine valeur et qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, elle garde sa valeur. L'entropie, c'est une valeur qui va pouvoir évoluer même s'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'elle peut varier, cette grandeur? Elle peut varier soit à cause de phénomènes internes, soit à cause de phénomènes de transfert, à travers la surface de votre système. Et du coup, on écrit sa variation entre deux états. Alors, ce que j'appelle deux états, c'est deux états d'équilibre thermodynamique. On écrit sa variation comme un terme qu'on appelle un terme d'échange et un terme qu'on appelle un terme de création. Le CR, c'est pour le terme de création. Petite subtilité d'écriture. Faites attention, c'est une petite subtilité, mais qui est relativement importante. Là, le S, il est écrit comme ça. Celui-là de S, il est écrit, alors là j'ai utilisé un truc un peu incurvé, mais vous pouvez l'écrire comme ça aussi, là, pour ceux qui écrivent avec les lettres anglaises. C'est pas les mêmes. Ce terme-là, c'est une variation. Le grand delta, c'est-à-dire c'est une variation. Donc ça fait S2 moins S1. Les deux autres termes ne sont pas des variations, mais des quantités. Donc c'est la quantité échangée et la quantité créée. C'est la même distinction que dans le premier principe, avec à gauche une variation d'énergie à terme et à droite une quantité de travail et une quantité de chaleur. Alors à gauche, non. Donc le delta S, il ne dépend pas du chemin. Par contre, chaque terme séparément, S échangé et S créé, dépendent du chemin. D'accord? Donc ça dépend du chemin. Ça dépend du chemin, mais pas la somme. Exactement comme dans le premier principe, delta U égale W plus Q. Delta U ne dépend pas du chemin. W en dépend, Q en dépend. Pareil. C'est la même. Il y a
similitude d'écriture entre les deux. Alors du coup, ça c'est le début de l'énoncé. Donc c'est postulat d'existence, et j'écris delta S égale S échangé plus S créé. Et après, l'énoncé il va un peu plus loin. Il précise ce qu'on peut dire sur S créé. S créé, il est positif ou nul, quelle que soit la transformation. Le seul cas où il est nul, c'est pour une transformation justement réversible. Donc vous avez S créé pour une transformation réversible égale 0. Tac. Ça, je peux même l'encadrer. Enfin, je l'encadre en vert, mais c'est. Donc c'est la seule transformation pour laquelle vous connaîtrez cette valeur-là. Pour toutes les autres transformations, j'écris juste une inégalité. Et c'est la première fois qu'on écrit un principe dans lequel il y a juste une inégalité. Deuxième terme, l'entropie échangée. Alors pour l'entropie échangée, le programme de sup il se limite au système en contact avec un thermostat de température, donc constante. Dans ce cas-là, l'entropie échangée, elle est liée au transfert thermique et que au transfert thermique reçu par le système, et ça s'écrit S échangé égale Q sur T extérieur, où T extérieur est la température du thermostat. Donc faites attention, ça, c'est pas la température du système, c'est la température extérieure. C'est comme quand on a écrit le travail des forces de pression, on a écrit moins P extérieur dV, où P extérieur, c'était pas la pression du système. Je vous ai fait un petit complément ici pour les cas un peu plus élaborés. Donc les cas un peu plus élaborés, c'est les cas où votre système va être en contact avec plusieurs thermostats successifs. Au cours de la transformation, il va y avoir plein de thermostats successifs. Dans ce cas-là, vous allez sommer ces petits termes sur chaque thermostat. Et puis après, quand vous serez plus grand, vous l'écrirez comme ça. Somme de delta Q sur T extérieur. Et vous sommez de l'état initial à l'état final. D'accord ? Normalement, au programme, il n'y a que cette écriture-là. S échangé égale Q sur T extérieur. Bon, l'année prochaine, en thermo, vous allez faire la thermodifférentielle. C'est-à-dire, en gros, vous allez enlever l'intégrale et vous allez juste écrire les petites quantités, ce qu'on a déjà un petit peu fait de temps en temps. Bon, vous pouvez aussi apprendre la forme générale, comme ça, vous ne serez pas surpris. Donc du coup, si on résume, quand on a un système qui subit une transformation au contact avec un milieu extérieur de température constante, on peut écrire ça. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'hypothèses quand même. C'est T extérieur constante. Et dans ce cas-là, on peut écrire delta S égale Q sur T extérieur plus S créé avec S créé positif. Bon, pour le moment, ça a l'air encore obscur. Et en fait, on va faire comme avec le premier principe, sauf que je le fais dans l'autre sens. Pour le premier principe, la construction du cours, c'était, j'ai commencé par travailler chaque membre un par un. Alors, si vous avez suivi, j'ai commencé par l'énergie interne, c'était le chapitre 20. Ensuite, on a regardé le travail. Ensuite, on a regardé le transfert thermique. Et à la fin, seulement, on a assemblé tout ensemble et on a mis tout ensemble dans le premier principe. Là, je le fais dans l'autre sens, c'est-à-dire je pars du principe que je vous énonce tel quel et ensuite, on regarde chaque terme. Donc c'est pour ça que ça a l'air peut-être c'est un petit peu plus obscur, mais c'est juste parce que je le fais dans l'autre sens. Alors, commentaire par rapport à ce que j'ai dit, il y en a que j'ai déjà dit, donc ça j'ai déjà dit. Entropie d'échange et entropie créée ne sont pas des fonctions d'état. Ce qui va fixer le sens d'évolution du système, c'est justement cette inégalité-là. C'est cette inégalité qui va vous dire si une transformation est thermodynamiquement possible ou pas. Une transformation ne peut se faire que dans le sens qui conduit à une entropie créée positive. Si vous écrivez quelque chose et qu'à la fin vous avez S créée négative, ça viole le deuxième principe. Donc dit autrement, c'est que vous avez écrit une bêtise. Et alors, autre chose qui est intéressant, c'est que l'entropie n'est pas une grandeur conservative. Donc ça veut dire qu'elle peut varier toute seule, même s'il n'y a pas d'échange avec l'énergie interne. Donc je reprends l'exemple de votre compte en banque, parce que ça marche bien. Vous imaginez votre compte en banque avec son solde, et son solde varie tout seul, même si vous n'allez pas faire de course. L'entropie, c'est ça. L'énergie interne, quand vous avez votre solde sur votre compte en banque que vous ne faites rien, le solde reste le même. L'entropie, c'est pas forcément le cas. Alors,
Mais l'entropie en pratique, ça représente quoi? J'en suis qu'à la page 4 et je m'attendais à avoir cette question un peu plus vite, mais c'est bien. Et bien justement, en fait, l'entropie, là, pour le moment, je la présente de façon directe comme ça. Après, on va essayer de l'interpréter. Et alors, en pratique, l'entropie, c'est une mesure du désordre de votre système. Je ne sais plus où je le dis. Je regarde. Ouais, c'est à la toute fin, là. C'est à la page 5. Et donc, ça vous dérange pas, j'y reviens juste à la page 5. D'accord? Lucas, est-ce qu'il y a un lien entre l'entropie et l'enthalpie? Absolument pas. Ça n'a rien à voir du tout. L'enthalpie, c'est juste une fonction d'état qui est adaptée aux transformations Monova. D'accord? Étienne, c'est quoi qui fait qu'elle peut changer toute seule? Bah, c'est écrit dans le principe. C'est le postulat, si vous voulez. C'est le postulat qui pose ça comme ça. D'accord? Tout comme c'est un principe que le solde de votre compte en banque, si vous faites rien, il reste constant. Vous pouvez essayer toute votre vie, regardez votre solde, il restera constant. D'accord? Mais par contre, il y a des gens pour qui les soldes, ils ne restent pas constants. Il y a des gens qui sont capables de fabriquer de l'argent à partir de rien. C'est un principe. Alors attendez, il y a d'autres questions. Ensuite, Romain, une mesure du désordre du système. Oui, ça c'est l'interprétation de l'entropie. Tiffany, comment on écrit différemment les deux S sur une copie? Alors les deux S sur une copie, le S de l'entropie c'est comme ça. Le S de l'entropie d'échange c'est celui-là. Et moi je l'ai écrit avec un truc un peu curviligne. D'accord? Alors, sur une copie, je vous conseille de faire celui-là. Ok? Étienne, mais en pratique. Alors c'est quoi? En fait, ce qui va faire qu'elle peut changer toute seule, Étienne, pour répondre à votre question, c'est vous partez d'un état qui n'est pas l'état qui maximise le désordre. C'est ça en fait qui va expliquer les évolutions du système. D'accord? Le système va spontanément évoluer vers un état qui maximise son désordre. Donc ça c'est pareil, c'est un truc qui se vérifie très très bien dans la plupart des systèmes. J'aime bien faire l'analogie avec la chambre de mes enfants. Si vous faites rien, vous rangez la chambre de n'importe quel enfant, si vous faites rien, au bout d'un moment, spontanément, ça évolue vers un état de désordre maximum. Et après, vous pouvez intervenir et vous ramener ça à un état d'ordre un peu moins maximum. D'accord? Mais il y a eu une intervention de l'extérieur. Si vous faites rien, tout seul, le truc, il finit en bazar. Et ben, l'entropie, c'est ça, en fait. Alors ensuite, Hugo, pourquoi le delta SC du premier principe vaut toujours 0? Alors, dans le deuxième principe, il n'y a pas de notion de variation d'énergie cinétique. Il n'y a pas de terme en delta EC. D'accord? Ça, vous pouviez le voir parce que c'est un truc que j'ai pas dit mais qui se voit ici. L'unité de l'entropie, le S, c'est des joules par Kelvin. C'est pas des joules. Donc c'est pas la même unité qu'une énergie. D'accord? Ça c'était pour Hugo. Younes, lui, il a découvert un truc qui détruisait de l'argent. Donc ça c'est. Je sais pas si ça sert à grand monde. J'ai mis OK. Quand un ranger une chambre, c'est inverser la flèche du temps. Bah non, parce que vous le faites avec une intervention extérieure. Ce qui serait inverser la flèche du temps, ça serait... Moi, je suis tranquille dans mon canapé en train de boire un café. Quand je me lève, que je retourne dans la chambre de mes filles, la chambre s'est rangée toute seule. D'accord? C'est ça, inverser la flèche du temps. Alors, Romain, c'est dû au Big Bang de toujours aller vers le désordre. Peut-être. Là, vous commencez à faire de la métaphysique, mais effectivement, l'univers, il évolue petit à petit vers un état de plus en plus désordonné. D'accord? Si vous voulez ordonner le système, il faut faire quelque chose. Alors Hugo, c'est une remarque sur le premier principe. Alors d'accord. Non, le delta EC, il n'est pas toujours nul. Si vous avez regardé l'exercice du camion qui freine, normalement le delta EC, il n'était pas toujours nul. Ok? C'est l'exercice 4 du TD23. Alors, du coup... Alors la suite de mes remarques, j'en étais où? J'en étais là. Alors une situation où vous serez sûr que l'entropie créée est non nulle, c'est justement quand un des paramètres intensifs du système n'est pas homogène. Exemple, les exemples d'introduction de tout à l'heure. Un système découpé en deux sous-systèmes, et quand on découpe en deux sous-systèmes qui n'ont pas la même température. D'accord? Alors Léo, ranger sa chambre, c'est une lutte vaine contre l'entropie. Oui, mais on peut aussi tendre vers une certaine maturité.
qu'une façon de lutter contre l'entropie, c'est d'éviter d'avoir du bazar dans sa chambre. Et pour éviter d'avoir du bazar dans sa chambre, il suffit de ne pas avoir grand-chose dans sa chambre. Mais bon, là, ça quitte un peu le cours de physique. Alors, donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, on va voir l'importance théorique des transformations réversibles, celle-là. Les transformations réversibles, c'est les seules pour lesquelles, si j'écris le deuxième principe, je vais l'écrire comme ça, Q sur T extérieur, plus 0. D'accord? T extérieur, c'est une grandeur que je saurais caractériser. Q, c'est une grandeur que je sais caractériser via le premier principe. Et donc, en fait, les transformations réversibles, elles vont me servir à déterminer delta S des systèmes. Et une fois que vous l'avez déterminé, et ben du coup, vu que la variation ne dépend pas du chemin suivi, la variation de l'entropie ne dépend pas du chemin suivi, si vous l'avez déterminé pour une transformation donnée, ben vous l'aurez déterminé pour toutes les transformations. Donc ça, en général, on représente ça par ce petit schéma-là. Vous partez d'un état initial d'entropie S1, vous faites une transfo réelle ici. Non, c'est c'est plus 0. Ouais, c'est plus 0 pour l'entropie créée. C'est Q sur Tx pour l'entropie échangée, plus 0 pour la créée. Donc là, je fais une transformation réelle qui m'amène d'un état S1 à un état S2. Cette transformation, je peux construire une transformation fictive, réversible. Et là-dessus, je vais pouvoir écrire que S2 moins S1, c'est Q réversible sur T extérieur. Et ça va me permettre de trouver S2 moins S1. Alors, pour les transformations cycliques, un sens du cycle est privilégié. Non, on verra qu'on peut faire les cycles dans les deux sens. D'accord? Et on verra que ça n'a pas les mêmes conséquences sur ce qui se passe au niveau du système. Ça, c'est les cycles, c'est le prochain chapitre, qui sera le dernier chapitre de Thermo. Q quoi? Q réversible. Ouais, c'est vrai que j'ai pas hyper. Donc c'est Q réversible divisé par T extérieur. Q réversible sur T extérieur. Ok? Alors, le programme se limite en fait à des situations où je vais vous donner l'expression de l'entropie, vous n'aurez pas à l'établir. Et à partir de cette expression, on va faire ce qu'on appelle des bilans anthropiques. Donc on va faire des cas particuliers. Et le but du programme, c'est juste que vous soyez capable de faire des bilans anthropiques. Ça ne va pas beaucoup plus loin. D'accord? Mais en fait, ce qu'il faut que vous ayez conscience, c'est que la thermo classique, c'est une théorie qui est assez bien structurée. Et c'est une théorie qui est relativement complète pour décrire ce qui se passe au niveau des systèmes. Alors, petite chose, à partir de ça, on peut distinguer le travail et le transfert thermique. Donc on le fait sur un exemple, qui est l'exemple d'une transfo isotherme pour un système fermé. Et on écrit le premier et le deuxième principe. Donc premier principe sans variation d'énergie cinétique macro, delta U égale W plus Q. Deuxième principe, si la transformation elle est réversible isotherme, ce que j'ai écrit au-dessus, ça s'écrit delta S égale Q sur T extérieur, mais comme c'est réversible, ça s'écrit delta S égale Q sur T. Donc je peux isoler le transfert thermique, Q égale T delta S. Et de là, on voit une petite différence entre les deux termes, à savoir le travail, tout seul, il va modifier l'énergie interne. Mais si je fais juste delta U égale W sans transfert thermique, je modifie que l'énergie interne, je ne modifie pas l'entropie. Alors que le transfert thermique, il va modifier et l'énergie interne et l'entropie. Donc le transfert thermique, il affecte ces deux fonctions d'état, énergie interne et entropie, alors que le travail n'affecte que l'énergie interne. Et là, du coup, vous avez une petite différence entre les deux termes, et cette petite différence, elle va être essentielle parce que, vu que les variations d'entropie, elles vont être guidées par le fait que l'entropie créée est positive, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi sur les transferts thermiques. Les transferts thermiques que vous allez faire, ils vont être contraints par le fait que S créé est positif. Je peux réécrire le deuxième principe, comme ça. Alors si je reviens un petit peu en arrière, ici, là. Donc là, je peux réécrire, donc ça c'est positif. Allez, je vais prendre un petit tableau, ça sera quand même plus lisible. Tac.
On va se mettre un petit tableau blanc. Hop. Donc je repars de l'énoncé du deuxième principe que j'ai posé. Donc au début j'ai écrit ça, S échangé plus S créé. Je reviens aux questions. Alors pourtant, c'est pas en appliquant un travail sur un système qu'on peut faire baisser son entropie. Oui, parce que là vous le faites dans un cas où il y a et travail et chaleur. Là, pour distinguer les deux, j'ai appliqué un travail sans chaleur. J'ai fait une adiabatique. D'accord? Romain, comment on pourrait faire un S créé négatif? On ne peut pas. C'est-à-dire, si vous me construisez une transformation avec S créé négatif, vous avez construit une transformation qui ne respecte pas le deuxième principe. Ok? Donc là, j'ai réécrit le deuxième principe S échangé plus S créé. Je peux le réécrire comme ça. Donc ça, je sais que c'est positif. Donc je peux réécrire que delta S moins S échangé, c'est positif. Et puis S échangé, je le remplace par son expression. Donc ça me fait delta S moins Q sur T extérieur, c'est positif. Et ça, vous en déduisez que Q, il est inférieur à T extérieur fois delta S. Ça, c'est une réécriture. Là, j'ai réécrit le deuxième principe d'une autre façon. Et donc, vous voyez que pour un delta S donné, vous n'allez pas pouvoir avoir un transfert thermique supérieur à ce truc-là. Ça fixe une limite à la valeur du transfert thermique. Alors qu'avec le premier principe, delta U égale W plus Q, pour un delta U donné, imaginez que vous fixiez ça, ben je peux construire autant de... J'ai pas de limite pour le travail. Je peux aller jusqu'à l'infini ici. Ça sera peut-être compensé par un transfert thermique, mais je peux aller aussi loin que je veux sur le travail. C'est-à-dire que je peux fournir une quantité de travail démesurée qui sera peut-être compensée par un transfert thermique, alors que le deuxième principe, il limite le transfert thermique que le système va pouvoir fournir à l'extérieur. C'est la différence entre le travail et le transfert thermique. En quoi le deuxième principe est si important que ça en fait? Alors, je vais vous faire une réponse, une double réponse. Première réponse, pour celui qui va passer les écrits des concours l'année prochaine et puis l'oral, c'est pas si important que ça. Parce que en fait, finalement, on va se servir surtout du premier principe parce que c'est lui qui va nous permettre de calculer des choses. Par contre, le deuxième principe, il est clé pour celui qui va chercher à concevoir des systèmes dans lesquels justement il veut contrôler ça et ça. Et ça va être celui qui conçoit des machines thermiques. Une machine thermique, c'est quoi? C'est un dispositif qui vise à produire un maximum de travail. D'accord? Donc je veux produire un maximum de travail et que ça me coûte le moins cher possible. Le deuxième principe, il va vous donner des pistes qui vont vous permettre de faire ça. Ça, c'est l'intérêt industriel du deuxième principe. Après, par extension, vous avez la même chose. Par exemple, le deuxième principe, il va vous dire quelles sont les réactions chimiques qui sont possibles, quelles sont celles qui ne sont pas possibles. D'accord? Donc, vous allez avoir des applications en chimie. Puis après, par extension, si vous les avez en chimie, vous les avez en biologie. Donc le deuxième principe, il est à la base de tout ce qui se passe au niveau des membranes des cellules, par exemple, qui vous explique pourquoi les échanges se font dans un sens et pas forcément dans l'autre. Et après, il y a tout un tas d'autres extensions. D'accord? Donc là, en fait, on est juste en train d'ouvrir une porte, et puis après, cette porte, vous verrez petit à petit son utilité. Alors nous, on le fera avec les machines thermiques, et en SP, vous le ferez avec les réactions chimiques. Ça, c'était pour répondre à Hugo. Pour répondre à Étienne, on peut injecter le Q de l'entropie dans le premier principe. Oui, mais c'est... Alors là, en l'état, je ne vais pas le faire parce que, en fait, le deuxième principe, c'est une inégalité, alors que le premier, c'est une égalité. Donc c'est un peu bizarre de transformer le premier principe en inégalité. C'est pas naturel, si vous voulez faire ça. Si S créé égale 0, oui. D'ailleurs, petite remarque en passage. Je vais vous établir un truc. Alors attention, petit passage hors programme. C'est juste parce que vous avez posé la question. Je réécris le premier principe et le deuxième principe sous forme élémentaire pour une transformation infinitésimale. D'accord? Donc ça s'écrit comme ça. Sur txt plus... Alors ça se note delta S créé, avec le petit delta pour la petite quantité. Là j'ai écrit créé, hein, on n'a pas tout, il a s'écrit. Si je le fais pour une transformation réversible,
dans ce cas-là, alors le premier principe, je l'aurais écrit pareil. Mais cette fois-ci, delta W, ici, je le remplace par son expression pour le travail des forces de pression. Donc il n'y a que les forces de pression. Et là, j'ai écrit moins PDV parce que la transformation, elle est mécaniquement réversible. Mécaniquement réversible. Le deuxième principe, vu que c'est une transformation réversible, vous avez forcément équilibre thermique. Donc T extérieur est égal à T. D'accord? Et puis plus 0, parce que comme c'est réversible, l'entropie créée est nulle. Et bah du coup, là, sur cet exemple-là, je peux remplacer delta Q par TdS. Et je peux l'injecter dans du. Donc ça me donne du égale TdS moins PDV. Tac. Résultat que j'ai établi pour une transformation réversible. Sauf que dans le résultat, j'ai quoi? J'ai que des fonctions d'état. U, c'est une fonction d'état. S, c'est une fonction d'état. T, P et V sont des variables d'état. Donc le résultat que j'obtiens, il ne dépend pas de la transformation. Donc maintenant, si je prends une transformation quelconque, ben ça reste vrai. Ça reste vrai, quelle que soit la transformation. Ce truc-là, ça s'appelle l'identité thermodynamique. Et c'est la relation de base qui vous permet de trouver S à partir du reste. Parce que DU, vous le connaissez. Et du coup, en fait, c'est la relation qui va vous permettre d'exprimer l'entropie. Alors, c'est pas au programme, donc du coup, je le fais juste sur un coin de table comme ça, mais c'est juste pour vous montrer qu'en fait, les formules que je vais vous sortir après, elles tombent pas du ciel. Elles tombent de cette formule-là. Donc ça, c'était par extension avec la question d'Étienne. C'est le cas où on va injecter delta Q, enfin l'expression de S dans le premier principe. Alors, on va peut-être revenir au poly, du coup. Hop, hop. Une autre question. Mais c'est vrai pour... Ouais. Alors, en fait, la preuve que j'ai établie, là, que je viens d'enlever, je l'ai écrite pour une transformation réversible. Le résultat que j'obtiens, c'est un résultat dans lequel il n'y a que des variables d'état. Et il n'y a que des fonctions d'état. Donc, ici, le résultat que j'obtiens, c'est une variation. Et la variation, elle ne dépend pas du chemin. Donc, même pour une transformation réelle, j'aurai le même résultat. J'aurais pas le droit d'écrire que delta Q c'est TdS, ça sera faux. Mais par contre, j'aurais le droit d'écrire que du c'est TdS moins PDV. Ça restera vrai. C'est l'intérêt du passage par la transformation réversible. Alors du coup, si on revient là. Et donc ça, on a fini. Tac, tac. Alors du coup, deux cas particuliers. Alors, deux cas particuliers, c'est deux transformations très simples. Première question de l'activité 1, montrer que pour un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. Bon, bah c'est facile. Pour un système isolé, il n'y a pas de transfert thermique. Donc Q égale 0. D'accord? Donc si Q égale 0, si vous écrivez le deuxième principe, nécessairement, vous allez écrire delta S égale S échangé plus S créé. Si Q égale 0, S échangé vaut 0. Et donc du coup, delta S, c'est S créé. S créé est positif. L'évolution spontanée d'un système isolé s'accompagne d'une augmentation d'entropie. Et l'état d'équilibre d'un système, c'est celui qui maximise son entropie. Ok? Ça, c'est l'état d'équilibre du système isolé, c'est l'état de plus grande entropie. Donc si je reviens aux exemples d'introduction, dans la situation où j'avais, par exemple, le gaz qui était à gauche là et du vide ici, et je faisais le petit trou, la situation de la détente de Joule-Gay-Lussac, l'entropie finale va être plus grande que l'entropie initiale. Question 2. Comment peut-on qualifier une adiabatique réversible? Alors l'adiabatique réversible, c'est une transformation qui est assez importante. Donc j'écris le deuxième principe sur une adiabatique réversible. Donc si elle est adiabatique, le deuxième principe c'est S échangé égale 0, comme on a fait à la question 1. Donc il reste juste S créé. D'accord? Donc si je fais une adiabatique,
l'entropie ne va que augmenter. Si en plus c'est réversible, dans ce cas-là, S vaut 0. Et donc du coup, l'entropie va rester constante. Ça s'appelle une isentropique. On a déjà vu isenthalpique, isobar, isopore. C'est tous iso quelque chose. On ne dit pas isoentropique, on dit isentropique. Ok ? Alors l'interprétation microscopique de l'entropie, ça, vous le ferez en fin de poly. Donc il faudra me le regarder pour mercredi. Donc il y a un lien entre l'entropie et le désordre. Ok ? Donc alors il y a plusieurs choses. Là, vous dites juste, pour le moment, plus votre système est désordonné, plus son entropie est grande. C'est ce qu'il faut retenir maintenant. C'est ce que j'ai fait ici. Donc l'entropie, c'est une mesure du désordre de votre système. Alors vous pouvez désordonner un système de plusieurs façons. Donc je reprends l'exemple de la chambre. Une façon de désordonner très très rapidement une chambre d'enfant, c'est au lieu de mettre un enfant dedans, vous en mettez 12. Vous en mettez 12 et vous allez voir que le désordre il va augmenter beaucoup plus rapidement que s'il y en a un. Et là, vous avez aidé un petit peu. D'accord ? Ça, c'est j'aide le système à se désordonner. Après, vous pouvez ordonner le système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que l'entropie ne fait qu'augmenter. L'entropie peut diminuer. Je peux avoir des situations où, quand j'écris le deuxième principe, donc delta S égale S échangé plus S créé, ça peut être négatif. La somme peut être négative. Négatif, pardon. Ça, c'est positif, toujours. Mais si, ici, j'arrive à rendre ça très négatif, donc ça, c'est Q sur T extérieur. Hop. Donc si vous arrivez à rendre ça très négatif, vous pourrez faire une transformation qui fait diminuer l'entropie. Il ne faut surtout pas croire que l'entropie ne fait qu'augmenter, c'est pas vrai. Ce qui est toujours positif, c'est l'entropie créée. Mais l'entropie, ça peut diminuer. D'accord ? Mais ça ne va diminuer que s'il y a une intervention extérieure via le transfert thermique. Que s'il y a une interaction entre le système et l'extérieur. D'accord ? Donc typiquement, vous prenez l'exemple de la chambre avec ces 12 gus qui sont dedans. Il faut qu'il y ait une sacrée intervention extérieure, ici, pour maintenir l'ordre à l'intérieur. D'accord ? Voilà, donc ne croyez pas que l'entropie ne peut que augmenter. C'est ce que je voulais que vous reteniez comme message. Alors maintenant qu'on a posé ça, hop, on va regarder ce que ça donne sur nos systèmes modèles. Donc le programme, il se limite à je vous fournis des expressions de la variation d'entropie et on fait un bilan sur des transformations. C'est ça l'idée du programme. Du coup, quand l'entropie diminue, ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entropie du système isolé ne fait qu'augmenter. D'accord ? Donc par exemple, je vais refaire un petit schéma. Hop. On va faire un petit dessin. Non, c'est pas ça. C'est ça. Hop. Je reprends l'exemple de la chambre. Ça, c'est l'intérieur de la chambre. Ça, c'est le reste du monde. Le reste de l'univers. Suivant le point de vue que vous prenez, vous n'allez pas regarder le même système. Alors, soit vous travaillez sur le système chambre tout seul. Donc si vous travaillez sur le système chambre tout seul, avec ces 12 gus qui sont dedans, qui mettent le bazar, mais avec une intervention de l'extérieur pour qu'il y ait un transfert thermique qui se fasse dans ce sens-là. D'accord ? Dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir l'entropie de la chambre qui va diminuer. Mais par contre, si vous travaillez sur le système reste de l'univers, lui, il fait quoi ? Il reçoit un transfert thermique. Donc l'entropie du reste de l'univers va augmenter. Et le deuxième principe, il vous dit la somme des deux, plus S du reste, forcément ça augmente. Pourquoi ? Parce que la chambre plus le reste de l'univers, ça forme un système isolé. Donc l'entropie globale, elle augmente. Donc ce que vous allez gagner en diminuant l'entropie à gauche, vous allez le perdre de l'autre côté en augmentant l'entropie à droite. D'accord ? Et vous allez augmenter l'entropie plus à droite que ce qu'elle n'a diminué à gauche.
Ça, c'était pour répondre à la question d'Enzo. Lucas, on peut relier le désordre avec la thermalisation. Oui, c'est un petit peu lié. Donc, par exemple, si vous partez d'une situation, donc je reprends l'exemple de la thermalisation d'un gaz, avec toutes les molécules immobiles, tac, sauf une, quelque part, on va prendre celle-là, qui a une grande vitesse. On avait vu ça, je vous avais montré des simulations de gaz comme ça. Donc la première qui a une grande vitesse, il va se passer quoi? Elle va très vite rencontrer les autres via des chocs, et à la fin, toutes les molécules seront en mouvement. L'état initial, c'est un état qui est extrêmement ordonné, au sens où vous pouvez très facilement identifier chaque molécule. Vous pouvez dire la molécule 12 elle est là, la molécule 23 elle est là, vous êtes capable de les placer. Donc c'est un état ordonné. Je reprends l'exemple de la chambre, c'est les livres de la bibliothèque, ils sont tous alignés, ils sont tous rangés. D'accord? Lui là, il va créer le désordre. Et il va créer le désordre en le transférant au reste. Ce qui fait qu'à la fin, vous aurez des molécules qui se promèneront partout comme ça. D'accord? Et donc oui, la thermalisation s'accompagne d'une augmentation du désordre. Alexandre, la somme de l'entropie interne et externe est une constante. Et non, justement, c'est là la magie du deuxième principe. C'est que l'entropie n'est pas conservative. D'accord? Et c'est là qu'il y a la limite avec l'analogie que je fais avec votre compte en banque. Dans votre compte en banque, quand il y a des sous qui sortent là, et ben les sous qui allaient de là à là, ils vont là. Ok? Avec l'entropie, le bilan, c'est pas un bilan à nombre total constant. Vous pouvez créer de l'entropie. Et ça, c'est nouveau en fait, de pouvoir créer de l'entropie. Voilà, donc ça c'était pour répondre aux questions. Alors du coup, on va repartir sur le gaz parfait. Et je vais vous montrer comment d'où sortent les formules là, qui sont données dans le poli de cours. Sachant que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le programme vous donne, normalement vous fournit l'expression de l'entropie. Quentin, on peut créer de l'argent par de la dette, oui, mais ça justement, c'est le pouvoir de la banque centrale que de créer de l'argent. Vous n'avez pas le pouvoir de créer de l'argent. D'accord? Il n'y a que la banque centrale qui peut faire ça. Donc ma théorie de l'argent, ça marche au niveau microéconomique. Après, en macroéconomie, l'argent, c'est de l'entropie. N'est-ce pas? Et soit dit en passant, le contrôle de la quantité d'argent en circulation, il y a des théories monétaires qui s'inspirent du deuxième principe de la théorie. Mais bon, là, on part un petit peu loin dans des détails. Alors, je vous montre d'où sort l'expression qui est donnée dans le poli que vous devez voir. Attendez, vous voyez quoi là? L'écran? Non, pas encore. Donc, dans le poli, je vais remettre le poli, 2 secondes. Tac, tac. Cette expression-là. Donc, c'est une expression qui vous montre que l'entropie dépend et de la température et du volume. Le système, c'est un gaz parfait qui passe d'un état de température T1, V1, enfin d'un état T1, V1, P1 à un état T2, V2, P2. Je vais vous démontrer cette formule. Gardez en tête que c'est pas explicitement au programme, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le poli de cours. Mais je vous le fais quand même pour que vous voyez que c'est pas, que c'est à votre portée. Tac, tac. Donc pour ça, on va repartir de l'identité thermodynamique que j'ai établie tout à l'heure. TdS moins PdV. Et nous, on va isoler ds. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vaut ds. Sauf que du, vous savez que pour un gaz parfait, ça fait N CV molaire dt. TdS, ça je le laisse. Et P, je vais le remplacer par l'équation d'état. Donc il va me rester nRT dV sur V. Et on isole ds. Donc ça fait quoi? Ça fait ds égale... Alors il va rester NCVM dt sur T plus NR dV sur V. Et ensuite, pour passer de ça à delta S, on va partir de l'état initial. Donc l'état initial, c'était T1, V1, P1. L'état final, c'est T2, V2, P2. Je vais passer par un état intermédiaire où je suis à T2, V1. Je note pas quelle est la pression, parce que j'en ai pas besoin. Donc là, vous voyez, j'ai changé que la température.
Il n'y a que la température qui a changé, je passe de T1 à T2. Et ensuite, je vais ici. Donc là, il n'y a que le volume qui passe de V1 à V2. Qu'est-ce qui se passe le long de cette transformation que j'appelle 1, et celle-là, je l'appelle 2? Le long de la transformation 1, V est constante. Donc je vais me mettre, je vais tirer un trait là, comme ça. Donc pour la transformation 1, V est constante. Donc du coup, le petit ds sur la transformation 1, c'est n CVM dt sur t. Et ça, vous savez l'intégrer. Donc ça va donner un delta S1 égale n CVM ln de T2 sur T1. Entre l'état initial T1 et l'état final T2. Et après, vous faites pareil sur la transformation 2. Donc sur la 2, cette fois-ci, ce qui est constant, c'est T. Donc le petit ds sur la transformation 2, ça va être juste nr dv sur v, qui va s'intégrer en delta S2 égale nr ln de V2 sur V1. Je vais essayer de l'écrire là, si j'y arrive. Ça va être un peu petit. nr ln de V2 sur V1. Et ensuite, vous, votre transformation, c'est je vais de l'état initial à l'état final. Donc le delta S total, c'est delta S1 plus delta S2. Parce que la transformation ne dépend pas du chemin suivi entre l'état initial et l'état final. Et ça vous démontre la formule qui est dans le poly, qui va être notre point de départ. Donc partant de ce point de départ, hop, ici. Donc ça c'est la première formule. Alors c'est un grand C, c'est quand même plus propre si je le note avec un grand C. Hop. Après vous avez des variantes, des réécritures de ce truc-là. Alors attention, vous ne confondez pas conservative, non conservative et fonction d'état. Le fait que S soit non conservative, ça vous dit qu'elle peut augmenter sur une évolution isolée. Pour un système isolé. Le fait que ça ne dépende pas du chemin, c'est parce que S est une fonction d'état. Ce sont deux choses différentes. Ok ? Alors, il faut que je remette le tableau. Hugo, c'est bon ou pas pour ce que je viens de raconter? Attends, je remette le tableau ici. Tac, tac. Celui-là? Je réexplique le schéma de la preuve. Je pars de la relation qui est ici, là, celle que j'ai établie tout à l'heure, et ensuite j'explicite les termes avec ce que je connais déjà sur l'énergie interne du gaz parfait. Donc le gaz parfait, je l'ai utilisé deux fois. Je l'ai utilisé ici. Je l'ai utilisé ici. Ça, c'est parce que c'est un gaz parfait. J'ai le droit d'écrire ça. Et je l'ai utilisé ici. Là, j'ai utilisé aussi l'équation d'état du gaz parfait. Il y a deux endroits dans la preuve où j'utilise le gaz parfait. Et vous voyez qu'à la fin, du coup, j'arrive à calculer delta S. Edine, c'est bon, je peux remettre le poly? Ok. Alors. Donc maintenant, vous avez... donc vous aurez un formulaire, en fait, et ce formulaire vous donnera la variation d'entropie pour un gaz parfait et pour, après, toutes les autres situations. Ça sera peut-être pas la formule qui est encadrée, enfin que j'ai encadré ici. Ça peut être des variantes. L'exemple de variante, celle qui est écrite juste en dessous. Qu'est-ce que j'ai fait dans celle qui est écrite juste en dessous? J'ai juste remplacé CVM par son expression en fonction du coefficient de Laplace. Donc on avait vu CVM égale R sur gamma moins 1. Ça, on a vu ça au chapitre précédent. Donc c'est juste une réécriture. Et donc vous voyez que les variables d'état qui sont choisies, là l'entropie, elle dépend de deux variables, et de T et de V. Autant l'énergie interne, elle dépendait de T, pour un gaz parfait, autant l'entropie du gaz parfait, elle dépend de T et de V. Et donc du coup, en fait, on va pouvoir utiliser cette expression quand on aura une transformation, par exemple une isotherme. Si j'ai une isotherme, T2 égale T1, donc le terme de gauche, il va sauter. Il va me rester que NR ln de V2 sur V1. Et pareil, si j'ai une isocore, là c'est le terme de droite qui va sauter, il va me rester NR sur gamma moins 1 ln de V2, T2 sur T1. Pardon.
Et après, je peux réécrire cette expression en fonction d'autres variables. Par exemple, je vais avoir des situations où ce qui m'intéresse, c'est la température et la pression. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à la formule qui est ici, là, celle qui est en bas? J'ai éliminé le volume dans l'expression. Donc, le rapport V2 sur V1, ici, j'ai utilisé l'équation d'état. Je l'ai injecté dans l'expression d'avant. Et j'ai obtenu, j'ai écrit des petits C partout, c'est des grands C, alors je corrige. Hop. Et j'ai obtenu delta S égale N Cp molaire Ln de T2 sur T1 moins Nr Ln de P2 sur T1, qui est une autre écriture de delta S. Les deux, enfin, j'ai écrit deux fois la même chose, hein. J'ai juste choisi un autre jeu de variables. Après, vous pouvez regrouper tout ça en un seul log, ce qu'on a fait ici. Alors, comment ça marche, ça? Donc, pour ça, il faut repartir. Je vais vous le faire, la preuve de ça. Donc, comment on va de cette relation-là à celle-là? Et bien, on factorise nr sur gamma moins 1. Donc, ça me fait nr sur gamma moins 1, facteur de ln de T2 sur T1, plus gamma moins 1, ln de V2 sur V1. D'accord? Tout ça, je peux le mettre sous la forme d'un seul ln. Donc, ça me fait ln de T2 sur T1 fois V2 sur V1, puissance gamma moins 1. C'est que V2 sur V1 qui a la puissance gamma moins 1 ici. Et d'ailleurs, là, il manque un moins. C'est bien, je découvre plein de fautes de frappe au fur et à mesure. Là, il y a moins. Ah, vu que mon stylo a fait n'importe quoi. Tac, tac, tac. J'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, c'est là, c'est gamma moins 1, c'est pas gamma 1, c'est gamma. Je vais pas écrire. Allez, gamma moins 1. Je corrigerai là, j'ai fait plusieurs petites fautes de frappe. Je remettrai un poly corrigé sur le site tout à l'heure. Donc là, vous avez vos formules qui sont vos formules de base qui vont servir qui vont servir de formulaire. Alors, il y a deux questions. Alors, et si la pression varie ici, l'entropie ne variera pas? Si, ouais. Donc Enzo, vous avez répondu tout seul à votre question, c'est bien. En fait, je dis que ça dépend de deux variables, de T et de V. Il faut bien penser que si T varie et V varie, bah, peut-être que P varie. Sauf que j'ai pas besoin d'écrire que S il dépend de T, de V et de P. Parce que j'ai l'équation d'état qui me relie deux variables entre elles. Donc j'ai besoin. En fait, il n'y a que 2 degrés de liberté au problème. Si vous connaissez et T et V, vous connaissez P. Donc c'est pas une inconnue. Alors, il y a des C partout, il y a encore des CV. Oui, non, là, c'est des CV et des CP. Attention, par contre, c'est des grands C. D'accord? Donc la première relation, celle qui est en haut, c'est CV. D'accord? La relation qui est en bas, c'est CP. Et là, il ne faut pas vous planter, parce que si vous ratez sur l'indice, bah, c'est plus la bonne formule. Alors, la bonne nouvelle, c'est que normalement, vous verrez ça quand vous chercherez le TD dessus, vous verrez que je vous fournis les expressions. Alexis, il n'y a pas le M, il y a un petit N qui est devant. Parce que c'est des grands CP molaires en fait. J'ai fait une faute de frappe, j'ai tapé des petites lettres au lieu de grandes lettres. Je voulais l'écrire avec les capacités molaires. D'accord? Donc à chaque fois que vous avez un petit C là, vous le remplacez par un grand C. Mais si on a l'expression, bonne question. Ben justement, on va le faire juste après. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire un bilan sur un exemple. Alexis, non, c'est pas pareil. Petit C, c'est massique. Grand C, c'est molaire. Ça veut dire, je vais remettre le truc. Vous pouvez écrire la capacité à volume constant comme ça, soit grand CV, soit petit n grand CV molaire, soit petit m, la masse, petit c, individu. Et là, c'est massique. Ok? C'est quoi l'exposant dans le Ln? C'est gamma moins 1. C'est vrai que c'est un peu brouillon mon truc. Gamma moins 1. D'accord? Soit dit en passant, TV puissance gamma moins 1 égale constante, ça doit vous rappeler quelque chose. Parce qu'il y en a qui voient ce à quoi je fais allusion.
TB puissance gamma moins 1 égale constante. Ouais, on l'a vu dans l'exercice la semaine dernière, c'est un des exercices du TD. Ça devait être le 5. D'accord? Alors c'est express parce qu'en fait c'est une transformation particulière qu'on va revoir dans ce chapitre-là. Alors on va faire un premier exemple. Donc un premier exemple, c'est pour vous montrer comment on construit un bilan anthropique. Donc la trame générale, c'est vous étudiez une transformation, vous allez devoir caractériser l'état initial, l'état final, et vous allez, souvent on va vous demander de montrer que c'est irréversible et de dire en gros pourquoi c'est irréversible. Donc on va le faire en détaillant sur cet exemple-là. Une fois qu'on l'aura fait une fois ou deux, vous verrez qu'en fait la démarche c'est un peu tout le temps la même. Donc l'exercice commence comme ça. On a une transformation isochore au contact d'un thermostat de température T2 d'une quantité N de gaz parfait à la température initiale T1 qui est T du thermostat sur 2. Donc comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Vous prenez du gaz, vous le mettez dans une boîte à la température T1 et cette boîte vous la mettez dans un four qui est à la température T2. Peut-on établir l'état final sans utiliser le premier principe? Alors réponse oui. Pourquoi? Parce que comme c'est isochore, je connais le volume final. Le contact, il est au contact avec un thermostat, donc je connais la température finale. Et donc du coup, à partir de ça, si je connais V final et T final, bah avec l'équation d'état, je trouve P final, qui vaut P1 sur 2. Facile. D'accord? J'ai pas dit une bêtise là. T2, c'est T du thermostat que j'ai fait. C'est juste T du thermostat. Ça doit faire. Je l'ai fait à l'envers. C'est 2P1. C'est 2P1. L'état initial c'était V1 T1. L'état final c'est V1 et T2 égale 2T1. Donc si vous doublez la température à volume constant, vous doublez la pression. Là j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait là, hop, c'est 2P1. D'accord? Donc là on avait juste besoin de l'équation d'état. Alors, exprimer en fonction de n, r et gamma la variation d'entropie, et regardez son signe. Donc variation d'entropie, là j'ai le choix de la formule que j'utilise. Sauf que comme on vous dit que c'est une évolution isochore, bah dans la liste ici des formules dont vous disposez, vous prenez celle dans laquelle le volume apparaît. C'est plus logique, donc vous prenez celle qui est entourée. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. Ça fait donc delta S, il va me rester juste NR sur gamma moins 1 ln de T2 sur T1. D'accord? Donc ça fait NR sur gamma moins 1 ln de 2. Delta S est positif. Si delta S est positif, ça veut dire que l'entropie augmente. Si l'entropie augmente, ça veut dire que le désordre augmente. Est-ce que c'est logique ici? Réponse oui, parce que la température augmente. Si la température augmente, l'agitation thermique augmente. Donc c'est cohérent qu'on ait un delta S positif. Attention, c'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir un delta S négatif. Dans cet exemple-là, delta S est positif. Alors ensuite, on vous dit en exploitant le premier principe, exprimer en fonction de blabla, l'entropie échangée. Donc là, il faut que je trouve S échangé égale Q sur T du thermostat. Donc ça nécessite de trouver le transfert thermique. Comment je fais pour trouver le transfert thermique? J'applique le premier principe. Ici, j'ai une évolution qui est isochore, donc le premier principe, il se résume à delta U égale Q. Et delta U, je vais l'exprimer parce que je sais que c'est un gaz parfait. Donc delta U, ça fait CV delta T pour un gaz parfait. CV, c'est NR sur gamma moins 1. Et là, j'ai écrit température finale moins température initiale. Dans un exercice sur le deuxième principe, vous ne passez pas à côté de l'utilisation ici du premier principe. Vous ne pouvez pas faire le deuxième principe sans le premier. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de connaître le transfert thermique. Et pour connaître le transfert thermique, vous avez besoin du premier principe. Le seul cas où vous n'en aurez pas besoin, c'est quand vous ferez une adiabatique. Si vous faites une adiabatique, il n'y a pas de transfert thermique. Et donc une fois qu'on a écrit ça, on fait quoi? On divise par la température du thermostat et on obtient S échangé. Ici, c'est 1,5 de NR sur gamma moins 1.
D'accord? Montrer que la transformation est irréversible. Donc pour ça, il suffit qu'on calcule S créé et qu'on regarde son signe. Donc qu'est-ce que je fais pour trouver S créé? J'applique le deuxième principe. Je dis S créé, c'est delta S moins S échangé. Et je remplace par les deux expressions qu'on a obtenues. Et ça me fait NR sur gamma moins 1, ln de 2 moins 1,5, et ça c'est bien positif. Donc là, vous vérifiez que c'est irréversible. Il y aura des situations où vous allez trouver que ça vaut 0. Dans ce cas-là, vous aurez démontré que c'est réversible. Mais là, sur cet exemple, vous avez une transformation irréversible. Et vous devez dire pourquoi. Pourquoi? C'est parce que vous avez une inhomogénéité de température. Voilà, ça c'est un exemple d'exercice avec un bilan anthropique. Mais s'il n'y a pas de transfert thermique, alors attention, s'il n'y a pas de transfert thermique, c'est l'entropie d'échange qui est nulle. C'est le S échangé. C'est pas l'entropie. Ok? En fait, ce qui est un peu piégeux avec le deuxième principe, c'est que la notation pour le membre de gauche et le membre de droite, c'est la même lettre, c'est S à chaque fois. Mais c'est pas le même S. Le S du membre de gauche, c'est lui. Le S du membre de droite, c'est lui. Et ça, c'est vraiment important, parce que comme c'est pas le même, ils n'ont pas le même sens. Ok, mais on n'a plus assez de lettres dans l'alphabet pour pouvoir mieux les distinguer, et on l'écrit comme ça. Voilà, alors après, dernier petit point, et puis après on s'arrêtera là-dessus, enfin pour le cours, la loi de Laplace. Du coup, la formule... Alors non, justement, la formule du delta S, normalement, elle est fournie. D'accord? Donc vous n'avez pas à la prendre. Ça, c'est en théorie. Alors après, il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique, mais normalement, elle est censée être fournie. Alors, loi de Laplace, on va faire une transformation qui est une transformation particulière, qui est une isentropique. Alors, qu'est-ce que c'est une isentropique? C'est une adiabatique réversible. Donc, vous vous rappelez, c'est la transformation de l'exercice 5 de la semaine dernière. Celle pour laquelle je vous avais fait une preuve, et quand je faisais la preuve, il y en a qui m'avaient dit que s'ils y avaient pensé tout seul, ils auraient eu un prix Nobel. Et bien en fait, on va refaire la même preuve, mais beaucoup plus simplement. Donc on part d'une adiabatique réversible. L'adiabatique réversible, c'est une isentropique. Donc delta S, il vaut 0. Sauf que comme delta S, je l'ai écrit de plusieurs façons, je vais prendre parmi les écritures qu'on a posées au départ, ici, là, je vais prendre celle du bas, celle-là. Celle avec un seul logarithme. Et je vais l'injecter ici. Alors là, vous voyez la magie du copier-coller, parce que du coup, l'erreur que j'ai faite au départ, elle se répercute ici. Donc c'est gamma moins 1. Et donc du coup, j'arrive à NR sur gamma moins 1 fois ln de ce bloc-là égale 0. Un log, il vaut 0 si son argument il vaut 1. Donc ça vous dit que T2 V2 puissance gamma moins 1 égale T1 V1 puissance gamma moins 1. Ce qui est résumé par TV puissance gamma moins 1 égale constante. Cette formule-là. Ça s'appelle la loi de Laplace. Loi de Laplace. Gamma, c'est le coefficient de Laplace. Cette loi, c'est la loi de Laplace. Ok? Qui peut être réécrite différemment. Par exemple, elle est très souvent écrite PV puissance gamma égale constante. Donc, comment est-ce qu'on établit ça? On prend T, on l'écrit en fonction de l'équation d'état, et on injecte dans l'expression qui est encadrée. Et on obtient PV puissance gamma égale constante. C'est pas la même constante, donc je vais l'appeler constante prime. C'est pas la même constante qu'avant. D'accord? Donc maintenant, si vous devez refaire l'exercice 5 du TD, vous avez le droit de dire c'est une adiabatique réversible d'un gaz parfait, donc PV puissance gamma égale constante. Alors, que pour réversible, oui, sauf que pour un gaz parfait, vous pouvez montrer que si la transformation elle est adiabatique, mécaniquement réversible, alors elle est réversible. Vous pouvez montrer que S créé vaut 0 dans ce cas-là. D'accord? Mais c'est un cas particulier. Ça veut dire que pour un gaz parfait, une transformation quasi statique est forcément réversible. Alors du coup, une fois que vous avez... En fait, cette loi-là, c'est une loi qui est assez importante parce qu'elle va vous décrire le lien entre la pression et le volume quand il n'y a pas d'échange de chaleur. Et les transformations pour lesquelles il n'y a pas d'échange de chaleur, c'est une classe de transformation qui est assez importante dans les machines industrielles. Donc du coup, ce que vous allez devoir me faire pour demain sur le cours, c'est d'essayer de me chercher ça. Le but, c'est de représenter
en coordonnées de Clapeyron, donc pression en ordonnée, volume en l'abscisse, comme ça, touc, touc. Donc vous mettez la pression ici, le volume ici. Vous devez faire une détente qui réduit la pression par 2. Donc une détente qui réduit la pression par 2. Donc vous partez de ce point-là et vous réduisez la pression par 2. Ça va modifier le volume. Soit vous le faites de façon isotherme, soit vous le faites de façon adiabatique réversible. Et vous devez représenter les deux transformations et me dire, si vous deviez en choisir une, laquelle vous prendriez pour maximiser le travail reçu. Ça, c'est à faire pour demain. C'est le même Laplace qui a fait les transformés. Oui, bah oui, évidemment, c'est le même. Oui. Les transformés de Laplace, c'est le même. À cette époque-là, les scientifiques, ils étaient rigolos, ils faisaient tout en même temps. Oui, oui, tout à fait, c'est le même. Voilà, donc on s'arrête là pour le cours et demain, vous allez voir qu'en fait demain je vais finir ce chapitre qui est relativement court, on a quasiment tout fait. Alors l'autre chose que je voulais faire aujourd'hui, sauf s'il y a des questions, c'est bon. Donc l'autre chose que je voulais faire, c'était corriger deux des exercices du TD23, pardon, qui étaient les exercices 7 et 8. Alors on va les regarder ensemble, et puis on va les corriger. Je vais commencer par le 8, tiens. Le 8, je vais vous le corriger en direct en écrivant, et le 7, je vais vous projeter une correction déjà tapée. Le 7, il n'est pas très difficile. Alors, exercice 8, sur la surfusion du phosphore. Donc le point de départ, c'est le point suivant. Donc on vous dit le phosphore est susceptible d'exister à l'état liquide sous une pression donnée à une température inférieure à la température de fusion. Ça s'appelle un état surfondu. Donc pour ceux qui sont joueurs, vous pourrez chercher dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez ce mot-clé là, hop, et puis vous allez trouver, il y a plein de vidéos, il y a des vidéos sympas avec des bouteilles qu'on tape et qui se mettent à geler d'un coup. Donc c'est un état de surfusion, donc c'est-à-dire que vous êtes à une température qui est en deçà de la température de fusion, mais le corps reste liquide. Vous avez tout un tas de données, on vous donne la température de fusion du phosphore, 317 Kelvin, la chaleur latente de fusion à la température de fusion, et les capacités massiques du liquide et du solide. Et on vous dit, dans un récipient, on met 10 g de phosphore liquide surfondu à la température de 34 degrés. Donc 34 degrés, si vous convertissez en Kelvin, vous êtes en dessous de 317 Kelvin. On fait cesser la surfusion. Alors comment on fait pour faire ça? On tapote sur le récipient par exemple, et on observe un nouvel état d'équilibre diphasé du phosphore. On vous demande de déterminer la masse respective de chacune des phases. Ça c'est l'exercice. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire comme d'habitude, on va faire du dessin. Alors on y va, faisons un dessin. Et donc ça je peux le virer. Tac. Donc sur ce dessin, alors on va préciser quel est le système qui nous intéresse. Donc le système, ça va être assez intuitif. Le système, ça va être les 10 g de phosphore. L'état initial, que je vais représenter ici, c'est 10 g de phosphore liquide. Donc c'est M égale 10 g liquide. L'état final, c'est une certaine masse de phosphore liquide et une certaine masse de phosphore solide. Donc je vais appeler MS la masse de phosphore solide et ML pour le liquide. Ça, c'est les infos que j'ai sur la masse.
Quelle autre information j'ai sur la température? L'état initial, il est à la température qui s'appelait T0, si je dis pas de bêtises, je vérifie. Grand T, tout court. Donc l'état initial, c'est la température grand T. L'état final, vous avez un équilibre liquide-solide, donc vous connaissez la température finale. Vous êtes à la température de fusion. D'accord? Et entre les deux, vous avez une transformation qui se fait via un récipient calorifugé en contact avec l'atmosphère. Donc, comment on caractérise cette transformation? Les parois sont calorifugées, donc l'évolution elle est adiabatique. Et il y a un contact avec l'atmosphère, du coup c'est monobar. D'accord? À partir du moment où vous avez dit monobar, vous pouvez appliquer le premier principe revisité. Donc j'écris le premier principe revisité, je vais l'écrire en dessous. Delta H égale, alors il n'y a pas d'autres travaux, c'est adiabatique, donc delta H égale 0. Là, j'ai écrit le premier principe. Revisité. Et j'ai le droit de le faire parce que c'est monobar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver la masse de liquide ou la masse de solide. Si je trouve l'une, je trouverai l'autre. Comment je vais faire? Je ne vais pas travailler directement sur la transformation réelle, mais je vais travailler sur des transformations fictives pour lesquelles je suis capable de calculer delta H. Exactement comme ce qu'on a fait en calorimétrie. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Au début, vous avez votre liquide qui a une température T qui est inférieure à la température de fusion. On va faire le passage de l'état initial à l'état final en deux étapes. Première étape, je vais porter effectivement le liquide. Donc je garde une masse M égale 10 grammes de liquide et je le porte à la température de fusion. Et je note delta H1, la variation d'enthalpie associée. Et deuxième étape, qui est cette étape-là. Donc là, je suis passé de 10 grammes de liquide à un équilibre liquide-vapeur avec une masse ms de solide. J'ai fait une solidification partielle. Solidification partielle de la masse ms. Et je vais associer à cette solidification partielle, on va se mettre comme ça, delta H2. Comme l'enthalpie est une fonction d'état, la variation ne dépend pas du chemin. Mes deux flèches conduisent du même état initial au même état final. Ok? Donc du coup, je peux écrire que delta H, c'est delta H1 plus delta H2. Ça, l'argument, c'est H fonction d'état. Alors attention, petite remarque au passage. J'utilise pas du tout le fait que H soit extensive. Je suis juste en train de faire deux étapes successives. Donc je vais pouvoir écrire que delta H, c'est delta H1 plus delta H2. Je vais voir qu'il y a une question qui est arrivée. C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que, en fait, quand vous dites H extensive, c'est vous prenez le système et vous le découpez en plusieurs parties. Quand vous dites H fonction d'état, c'est vous faites une transformation et sur cette transformation, vous faites des chemins différents. D'accord? Donc l'extensivité, ça se fait à l'état initial. Par exemple, à l'état initial, si je décidais de... Attendez, par exemple, je vais faire plutôt à l'état final. Je peux caractériser l'état final comme une certaine enthalpie, qui est l'enthalpie du liquide plus l'enthalpie du solide. Si j'écris ça, j'ai utilisé l'extensivité. Là, quand j'écris delta H égale delta H1 plus delta H2, c'est pas H égale H1 plus H2, puis je fais la variation. C'est je pars d'un état initial, je fais une transformation qui m'amène à cet état-là, à laquelle j'associe delta H1, puis une deuxième transformation qui m'amène à l'état final. C'est deux transformations successives. D'accord? Donc là, j'ai utilisé deux chemins. Ça, c'est le premier chemin.
ça, c'est le deuxième chemin. Si, ça marcherait pour l'entropie aussi. Comme l'entropie, c'est une fonction d'état, je pourrais écrire delta S égale delta S1 plus delta S2. D'ailleurs, on pourrait faire un... Alors, on ne peut pas le faire tout de suite parce que je ne vous ai pas encore donné les bilans anthropiques pour les solides et puis pour les équilibres entre phases, mais on pourra faire un bilan anthropique comme ça. Oui, elle n'est pas conservative, mais c'est une fonction d'état. Là, ce qui est important, c'est le caractère fonction d'état. C'est pas le caractère conservatif. Je peux le faire pour toutes les fonctions d'état. Je peux écrire delta U égale delta U1 plus delta U2, delta H égale delta H1 plus delta H2, delta S égale delta S1 plus delta S2. C'est le caractère fonction d'état, donc sa variation ne dépend pas de la transformation. C'est bon, les petits? Ok. Donc là, j'ai découpé en delta H1 et delta H2. Sauf que delta H1 et delta H2, je vais pouvoir les caractériser assez facilement. Qu'est-ce que c'est delta H1? C'est j'ai juste porté un liquide de la température T à la température T de fusion. Donc ça va être égal à M, C de liquide, température finale qui était de fusion, moins température initiale qui était. Ça, c'est delta H1. Le C, c'est C du liquide. Et c'est une grandeur massique. Qu'est-ce que c'est delta H2? C'est j'ai fait une solidification partielle d'une masse ms. Donc delta H2, je vais l'écrire ici, ça vaut moins ms fois la chaleur latente de fusion. Pourquoi il y a un moins? Parce que j'ai écrit la chaleur latente de fusion. Et là, je suis en train de faire une solidification, donc la transformation inverse de la fusion. Donc du coup, une fois qu'on a écrit ça, on n'a plus qu'à regrouper. Ce qu'on va faire sur un autre dessin. Hop. Tac. Tac. Donc je regroupe ce qu'on vient de dire. Et je dis delta H égale M total C liquide T fusion moins T0, moins T, pardon, moins M de solide, L de fusion, et tout ça, ça vaut 0. Et j'isole M du solide. Alors là, c'est juste un calcul à poser, bah, ça fait M, CL, T de fusion, moins T sur L de fusion. Tac. Ça, c'est l'expression littérale. Je fais l'application numérique. Alors, je donne le résultat de tête, il faudra vérifier. Si je me rappelle bien, je crois qu'on trouve 3 grammes. 3 grammes quelque chose. Qu'est-ce que vous devez faire une fois que vous avez fait ça? Vous devez faire une petite vérification. Vous devez vérifier que le résultat que vous obtenez, il est cohérent avec votre état final. Donc votre état final, c'est un équilibre entre les deux phases. Dans quel cas est-ce que j'ai un équilibre entre les deux phases? J'ai un équilibre entre les deux phases si il y a une certaine masse de solide et une certaine masse de liquide. Donc là, on vérifie qu'on a bien une masse positive, alors déjà ça c'est important, inférieure à la masse totale. Qu'est-ce qui se passe si vous ne validez pas ça? Alors il y a deux possibilités. Première possibilité, vous êtes trompé dans votre calcul, ce qui arrive de temps en temps. Deuxième possibilité, votre état final n'est pas celui que vous pensiez. Donc là, par exemple, dans l'exercice, on vous disait, à la fin, il y a un équilibre entre les deux phases. Si je fais le raisonnement et que je trouve une masse qui vaut 18 grammes, c'est peut-être que l'état final, c'est pas un équilibre entre les deux phases, c'est que du solide, par exemple. Et du coup, le raisonnement, il va un peu changer. Et donc, il faut refaire le raisonnement dans ce cas-là. Et il y aura des situations où on ne vous présentera même pas l'état final, ce sera à vous de déterminer tout seul ce que c'est. Par exemple, on vous dit on mélange un glaçon avec de l'eau liquide, on vous donne la masse du glaçon, la masse de l'eau liquide, on vous dit débrouillez-vous, trouvez l'état final. C'est à vous de faire une hypothèse sur l'état final et de valider à la fin votre hypothèse. Voilà, donc ça c'était un raisonnement qui se rapprochait d'un raisonnement de calorimétrie. Hop. Tac, tac. Est-ce que c'est bon ou pas? Je continue. Ça a l'air d'être bon. Alors du coup, il reste l'exercice 7 que je vais vous ouvrir ici.
l'exercice 7. Là. Alors, on va mesurer la chaleur latente de vaporisation de l'eau. Donc pour ça, le principe c'est on pose un calorimètre sur une balance. Dans le calorimètre, on met de l'eau liquide. On chauffe tout ça avec un thermoplongeur. Le thermoplongeur, c'est une résistance. Qu'est-ce qui se passe ? Sous l'effet du chauffage, on atteint la température d'ébullition de l'eau. On fait une ébullition suffisamment lente pour que ce soit bien homogénéisé, que la température soit tout le temps la même. Et puis on déclenche un chronomètre et on mesure l'évolution de la masse affichée sur la balance. Et on arrête le chronomètre quand la masse mesurée a diminué de 50 grammes. Et on vous demande de trouver la chaleur latente. Alors, pour ça, il faut travailler sur un système qui est un système fermé. Donc si vous prenez comme système le calorimètre et son contenu, ce système-là n'est pas un système fermé, parce que sa masse évolue dans le temps. Donc je ne vais pas travailler sur ce système-là, mais je vais travailler sur les 50 grammes qui sont là, qui à l'état initial étaient sous forme liquide, et à la fin de l'expérience, au bout des 404 secondes, ils ont fait quoi ? Ils sont passés sous forme vapeur. Donc je prends juste les 50 grammes qui passent de l'état liquide à l'état vapeur. C'est ça mon système. C'est bien un système fermé, parce que sa masse elle est constante. Et qu'est-ce qui arrive à ce système ? Il subit une vaporisation isobare. Juste une vaporisation isobare. Qu'est-ce qu'il reçoit le système ? Il reçoit un transfert thermique qui est lié au thermoplongeur. Donc le thermoplongeur, il lui fournit le transfert thermique RI carré fois T, ça on a déjà vu ça. Donc du coup, vu que c'est isobare, je peux écrire le premier principe revisité. Et j'écris le premier principe revisité sous la forme RI carré fois T égale la masse du système fois la chaleur latente de vaporisation. Et j'ai plus qu'à isoler la chaleur latente de vaporisation. Je trouve 1,6 kJ par kilogramme par Kelvin. On compare avec la valeur tabulée, on voit qu'il y a un gros écart. Pour interpréter cet écart, on va dire qu'en fait, dans notre transformation, il y a une grosse partie de l'énergie qui est perdue. Il y a des pertes. Donc il peut y avoir des pertes au niveau du calorimètre. Et il peut aussi y avoir des pertes. Par exemple, une fois que l'eau elle est passée sous forme vapeur, elle est en contact avec l'air qui n'est pas à 100 degrés. Et donc du coup, il va y avoir un échange thermique entre l'eau vapeur et l'air, le reste de l'air. Donc ça va se traduire par une perte. On va modéliser les pertes de la façon la plus simple possible. Donc la façon la plus simple de modéliser les pertes, c'est de supposer qu'elles sont constantes, indépendantes des autres paramètres de l'expérience. Donc on prend un modèle avec des pertes constantes. Pourquoi c'est pas la même unité pour LVAP ? C'est parce que j'ai par Kelvin entre. Je sais pas pourquoi j'ai par Kelvin, c'est juste kilojoules par kilogramme. C'est moi qui fais une bêtise. D'accord ? Ce que j'ai pas fait juste après. C'est moi qui ai bugué. C'est pas grave. Ça arrive. Du coup. Alors on refait pareil, mais cette fois-ci on prend en compte le fait qu'il y a une partie de l'énergie qui est perdue. Donc si je refais le premier principe revisité, je vais avoir un apport de chaleur ici et une perte de chaleur ici. Avec un signe moins ici, parce que c'est une perte. Et on fait 2 fois l'expérience en changeant la durée qu'on mesure et l'intensité qui circule ici, là on ne prend pas la même valeur. Donc la première relation, c'est la première expérience, ici. La deuxième relation, c'est la deuxième expérience. Ce qui change, c'est la durée et l'intensité ici. Du coup, on a 2 expériences, on a 2 équations, 2 inconnues. On fait un petit calcul qui revient à éliminer les pertes. Et on réisole la chaleur latente de vaporisation. Et si on fait l'application numérique, on se rapproche un peu plus proche de la valeur tabulaire. Ce qui vous permet... Alors après, si vous vouliez faire l'expérience proprement, il faudrait faire 5, 6, 10, 15 séries de mesures et faire une régression linéaire reliant la masse, par exemple, vous pouvez relier la masse M' au temps en travaillant à I constant, par exemple. Il faudrait faire une série pour pouvoir faire une régression linéaire. Voilà, donc ça c'était un autre petit exercice. La difficulté de cet exercice, c'est le point de départ, c'est le choix de votre système, ici, là. Le reste de l'exercice, c'est assez facile. Mais ce qui est important, c'est de bien définir votre système. Et ça, c'est une constante en thermo. Vous devez toujours définir votre système et faire en sorte qu'il soit
fermé. Et du coup, j'ai terminé ce que j'avais prévu de faire pour aujourd'hui. Donc s'il y a des questions, j'y réponds. Sinon, je vous redis ce que vous avez à faire pour demain. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bon, vous voyez, finalement, l'entropie, c'était pas trop magique. Est-ce que vous pouvez réexpliquer l'activité 1 du chapitre 24 qu'on a fait tout à l'heure, là? Ouais. Alors, tac, activité 1 du chapitre 24. Tac. Là. Alors, montrer que pour un système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter. D'accord? Donc, système isolé, ça veut dire pas d'échange d'énergie avec l'extérieur. Pas d'échange d'énergie égale pas d'échange de travail ou pas de transfert thermique. Donc, quand vous écrivez le deuxième principe, delta S égale S échangé plus S créé, le terme S échangé, il vaut 0. Donc, il reste delta S égale S créé. Mais l'autre info du deuxième principe, c'est quelle que soit la transformation, S créé est positive ou nulle. Donc j'ai delta S positif ou nul. Ça veut dire que S augmente. Si delta S est positif, ça veut dire que S final est supérieur à S initial. Cyprien, c'est bon ça? Donc l'entropie augmente jusqu'à l'état d'équilibre final. L'état d'équilibre final, c'est celui qui aura la plus grande entropie. Ce que je dis en disant l'état d'équilibre d'un système isolé est celui qui maximise son entropie. D'accord? On peut même aller une petite parenthèse. On peut même faire le lien avec la mécanique. En mécanique, l'état d'équilibre, c'est l'état qui minimise l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, pardon. Là, c'est un peu le même genre de raisonnement. Pourquoi max? Parce que si vous... qui maximise, ça veut dire, si vous trouvez un état d'entropie plus grande, vous êtes en train de m'imaginer une transformation où, à partir de cet état d'entropie plus grande, vous allez vers un état d'entropie plus faible, donc vous faites un delta S négatif, et ça, c'est pas possible. Delta S positif, ça vous dit que l'entropie est une fonction croissante. Ok? Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, qui est la suite de la première, comment est-ce qu'on caractérise une adiabatique réversible? Donc, si c'est adiabatique, il n'y a pas d'entropie d'échange, elle vaut 0. Et si c'est réversible, c'est le seul cas où vous pouvez dire que l'entropie créée vaut 0. Donc, il reste delta S égale 0. Donc, et ça, le vocabulaire, c'est juste pour vous poser le terme. Le vocabulaire, c'est que c'est une isentropique. Donc, quand dans la suite, on considère une isentropique de tel truc, il faudra que vous compreniez que isentropique, ça veut dire S égale constante, et ça veut aussi dire adiabatique réversible. D'accord? Alors, donc c'est S égale constante, isentropique. Ok? Soit dit en passant, vous pouvez faire une isentropique irréversible, mais là, ça devient tordu. C'est-à-dire vous pouvez faire une transformation telle que l'entropie créée soit exactement compensée par l'entropie d'échange. Mais là, ça devient un petit peu tordu. Cyprien, c'est bon pour ça? On va dire que oui. Alors, c'est normal. L'entropie, c'est assez abstrait comme idée. Donc, ça se clarifiera quand vous aurez fait l'activité qui est en fin de poly. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Vous pouvez le regarder dès maintenant. Hein. On le corrigera mercredi. Mais vous pouvez le regarder. Attendez, c'est où? Je vérifie que je l'ai bien. Voilà, c'est là. C'est à la page 19 du poly. Vous pouvez commencer à la regarder, à la chercher. Ça vous aidera à comprendre ça. D'accord? Qu'est-ce que c'est que ça, Romain? Si je clique là-dessus, je vais avoir un truc qui va s'installer. Je vérifierai votre source avant de regarder ce que... Ok? Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous montrer. D'autres questions ou pas?